Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette session autour de GitOps. Rapidement, pour me présenter, je m'appelle Madou Koulibaly, je travaille chez GitLab depuis 1 an, dans la partie avant-vente. Avant GitLab, j'ai travaillé 6 ans chez Red Hat, toujours dans l'avant-vente sur la plateforme OpenShift, et toujours sur ce côté développeur. Et puis sinon, ça fait 16 ans que je suis dans le monde du développement, fait du DevOps à l'époque, ça ne s'appelait pas encore DevOps, etc. Mais bon, plein de fun et plein de choses à faire par rapport à ça. Aujourd'hui, on va parler, on va faire une introduction vraiment rapide au niveau de ce que c'est GitOps. Quelle est la signification qu'on a derrière ce terme-là? Pourquoi c'est important aujourd'hui cette stratégie GitOps, et aussi de voir un peu le workflow et comment ça fonctionne et qu'est-ce qui peut être mis en place notamment dans vos organisations pour notamment pour être successful. Donc la première chose sur laquelle on va commencer, c'est pourquoi GitOps est important. GitOps ça va être important parce que on va avoir un certain déséquilibre dans la force. J'adore ce terme. Un déséquilibre dans la force, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a eu, ces dernières années, on a eu vraiment un investissement massif au niveau des développeurs, au niveau de la création d'applications, pour leur permettre d'adopter des nouvelles technologies, des nouveaux frameworks, des nouvelles pratiques, pour pouvoir créer plus rapidement de la valeur et de créer de la valeur, et notamment de donner cette valeur aux clients. Ce qui se passe, c'est que quand on va parler de création de valeur, c'est vraiment la création d'applications. Donc là, les développeurs, ils ont tout ce qu'on peut avoir, par exemple, les approches cloud native, ça peut être aussi au niveau des microservices, donc plein de choses amusantes sur lesquelles ils peuvent faire mumuse. Et toutes ces choses que les développeurs ont, ils vont demander, ça va entraîner une augmentation, une croissance dans l'utilisation de la ressource. Donc quand on va parler de ressources, ça va être par exemple pour pouvoir tester. On va vouloir avoir un environnement éphémère, un environnement qui va durer juste, je ne sais pas moi, quelques heures et disparaître. Ce qui fait que de l'autre côté, on va avoir une croissance au niveau des tickets que l'équipe d'exploitation va recevoir. Et cette équipe d'exploitation n'a pas forcément eu tout cet investissement, tout cet effort. Donc on va avoir 2 poids 2 mesures, ce qui fait que derrière, la vie des équipes d'exploitation va être un peu plus compliquée, puisque la plupart des processus qui sont en place vont continuer avec ce qu'ils savaient déjà faire au niveau manuel, mais ce qui fait qu'à un point, on va avoir des problématiques de scalabilité, de pouvoir répondre à la demande, le fait qu'on va avoir aussi une connexion entre l'environnement de production et l'ingénieur exploitant, ici, va aussi poser un problème, notamment au niveau goulot d'étranglement, parce qu'il va prendre un ticket par un et puis il va modifier plusieurs environnements d'un coup. Sachant qu'il va modifier ces environnements de façon manuelle, on va avoir cet effet boîte noire. Et quand on va parler d'effet boîte noire, c'est le fait qu'il va être compliqué de savoir qui a fait quoi, comment, quand. Ce qui va être une problématique, notamment s'il se passe quelque chose sur l'environnement, ou si on veut, donc au niveau audit bien sûr, ou si on veut pouvoir revenir en arrière sur des environnements et s'assurer de cette conformité qu'on va pouvoir déployer, cette conformité de ressources qui vont être déployées pour les développeurs. Donc, comme on a dit, les développeurs, c'est cool, ils ont tout un aspect automatisation, tout va bien. L'exploitation a été laissée de côté, c'est un peu la même chose qu'on a eu notamment avec toute la problématique et ce qu'on parle au niveau aussi de la sécurité qu'on essaye de réintégrer. Et donc par rapport à ça, quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place pour être sûr que les deux vont pouvoir travailler à égalité pour pouvoir vraiment continuer à produire de la valeur de plus en plus vite et pas forcément avoir ce goulot d'étranglement en fin de chaîne. Donc pour cela, ce qu'on va avoir, c'est vraiment ce terme de GitOps, qui est vraiment simple. Le GitOps, c'est vraiment de traiter le cycle de vie de l'infrastructure comme on traite le cycle de vie de l'application. C'est-à-dire que toutes les bonnes pratiques qu'on a eues au niveau du DevOps, qui va être le Git repository, qui vont être les code review, de faire des tests, etc. On va reprendre tout ça et juste l'appliquer au niveau de l'automatisation de l'infrastructure. Donc c'est du DevOps pour de l'infrastructure. Donc comment cela va se combiner? Donc c'est des choses, tout ce que je vais rappeler là, c'est des choses que je suis sûr que vous connaissez déjà dans le monde du développement, et c'est juste qu'on va changer de use case et réappliquer les mêmes choses. Donc ça va passer pour le premier point, c'est vraiment cette partie codification. Bien sûr, quand on parle d'application, on va parler de code. Et quand on va parler de codification, donc c'est de permettre de déclarer l'état
désirée de notre ressource sous forme de code et de pouvoir la stocker dans un Git repository. Une fois que c'est fait, donc du fait d'utiliser ce Git repository, en fait, ça va nous permettre d'avoir toute cette partie de collaboration, notamment d'utiliser les merge requests et les pull requests, qui vont nous permettre d'appliquer en fait ces bonnes pratiques comme le code review, de pouvoir faire des tests en amont dans un environnement qui n'est pas celui de production, mais qui est un environnement de test, et permettre aussi de mettre en place des process d'approbation, c'est-à-dire de ne pas aller en production directement, mais de se dire que voilà, plusieurs personnes vont pouvoir contribuer à changer ma configuration, donc pas seulement que l'équipe d'exploitation, mais aussi ouvrir ça aux développeurs. Tout le monde peut changer. Mais par contre, ceux qui vont avoir la responsabilité d'approuver, en fait, ça va être réduit à cette équipe d'exploitation, ce qui va être intéressant. Et bien sûr, pour tout ce qui va concerner cette partie de scalabilité, donc là, c'est là qu'on va avoir l'automatisation. Et quand on va parler d'automatisation, on va parler de pipeline, de CI/CD, qu'on va aussi appliquer pour notre infrastructure. Donc ça, c'est vraiment les trois composants fondamentaux au niveau du GitOps. Et maintenant, en fait, je vais vous présenter de comment ça va fonctionner et comment ils vont interagir entre eux. Donc la première chose qu'on va faire au niveau du GitOps, c'est qu'on va casser cette connexion directe entre une personne exploitant et l'environnement de développement ou l'environnement de production cible. Chose qui est vraiment importante, donc ça va forcément apporter plus de sécurité, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir avoir quelque chose qu'on peut reproduire rapidement et qu'on contrôle. Sachant que tout ce qui va être opération ad hoc ou tout ce qui va être opération manuelle, c'est à ce niveau-là en fait qu'on va avoir les erreurs humaines, qu'on va apporter en fait cette complexité et qu'on va avoir cet effet boîte noire. Donc on va commencer déjà à casser ce lien-là et à réduire notamment ce lien-là pour être sûr en fait qu'on contrôle absolument tout au travers de notre process. Le deuxième point, c'est de se dire qu'on va passer donc, dans cette partie de codification, donc en fait le X as code, donc infrastructure as code, mais en fait il faut voir un peu plus grand, donc infrastructure as code, policy as code, network as code, security as code, en fait tout as code, qui va nous permettre en fait d'avoir un fichier plat, donc détaillé sur lesquels en fait on va vraiment décrire ce qu'on veut pour notre application, pour notre infrastructure, pardon. Ce qui va être intéressant ici, donc, par rapport à ces technologies, c'est utiliser tout ce qu'on a au niveau Ansible, Terraform, les manifestes Kubernetes aussi, donc ça fonctionne très bien, du Helm, etc. Mais l'important, en fait, c'est de pouvoir avoir un fichier qu'on va pouvoir monter ensuite dans un repository Git. Cette partie, quand on va avoir ce repository Git, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de cycle de vie, puisque c'est au niveau du repository Git qu'on va pouvoir avoir l'évolution de notre configuration, de notre infrastructure, d'avoir absolument toute l'historique et de permettre de changer en fait une configuration de façon rapide, juste en faisant par exemple des rollbacks ou en allant en arrière, etc., mais d'avoir cette flexibilité-là et surtout de pouvoir savoir qui fait quoi, quand, comment. De base, en fait, c'est pareil, on réutilise quelque chose qui existe déjà, juste utiliser du Git, vont apporter en fait ces informations au niveau de l'infrastructure. Une fois qu'on est monté sur du Git, bien sûr, on va aller sur du CI pour faire tout ce qui est test automatisation et c'est là qu'on va commencer à avoir tout ce qui va être les approbations. Quand on va parler de merge request, donc on va créer des branches, chose qui est aussi important, créer des branches pour permettre de tester donc la configuration, notre infrastructure, avant de pouvoir la pousser forcément en production. Et une fois qu'on a fait vraiment toute cette partie-là, donc bien sûr, on va avoir la partie donc, développement continu qui va pousser cette modification du coup, dans l'environnement de production ou déployer cette nouvelle infrastructure. Donc dans cette partie-là, donc, de ce que je décris ici, c'est vraiment ce qu'on va appeler en fait une approche push-base, c'est-à-dire que ça va être le pipeline qui va pousser la modification sur l'environnement cible. Mais après, on peut avoir aussi une autre approche qui s'appelle une approche qui est aussi très intéressante, qui est l'approche donc pull-base, surtout dans le monde Kubernetes qui est utilisé, c'est-à-dire qu'on va avoir un agent côté environnement cible, côté du cluster Kubernetes, qui va s'occuper de synchroniser en fait mon état désiré qui se trouve dans mon Git repository et l'état de mon environnement. Donc chose qui est vraiment importante et qui va permettre d'avoir en fait et d'avoir cette capacité en fait au niveau de la configuration drift, c'est-à-dire d'éviter et de détecter en fait toute opération toute opération qui ne suive pas du tout en fait ce process de Git flow. Encore une fois, le but c'est de se dire que voilà, aujourd'hui, notamment dans Kubernetes, c'est un cluster qui est vivant, il y a plein de contrôleurs, il y a plein de fichiers de configuration.
Donc si quelqu'un change quelque chose à un endroit, en fait, mon but, c'est de pas forcément c'est bien sûr d'empêcher ça, mais aussi c'est de pouvoir récupérer l'information vite d'où vient le problème pour pouvoir le corriger. Et c'est là où on va avoir en fait une réduction notamment du temps de retour, en fait, quand il y a un incident, comme on peut revenir à la version d'avant. Et c'est vraiment au niveau du Git, et puis en installant en fait des solutions telles que voilà, ce GitOps, cet agent GitOps, ce contrôleur, qu'on va pouvoir y accéder. Donc voilà donc concrètement au niveau du workflow de GitOps et comment cela peut fonctionner. S'il y a des points en fait, importants en fait, à retenir aujourd'hui au niveau de GitOps, ou qu'est-ce que GitOps au niveau de l'introduction, c'est vraiment de se dire, donc là, c'est juste du coup le résumé des 3 composants et de la valeur en fait, de l'avantage en fait, au niveau business, au niveau opérationnel que ça va apporter. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que le GitOps va vraiment permettre aux équipes d'exploitation de pouvoir gérer en fait une infra qui peut être compliquée, mais de façon simple, plus simple, plus fiable et plus rapide, afin de vraiment répondre à l'ensemble en fait des attentes en fait des clients. Et quand on va parler clients, je vais parler des clients qui peuvent être des clients internes comme les développeurs. J'ai besoin d'un environnement rapide, éphémère pour pouvoir tester juste mon changement de code. Donc de pouvoir automatiser tout ça, en fait, on va permettre de dégager du temps pour ces équipes d'exploitation. Et ça peut être aussi on prend en compte donc, les attentes en fait, des clients externes, puisque en fait, si on arrive à s'assurer que les développeurs, l'équipe d'exploitation est capable de déployer les applications à la même vitesse que les développeurs produisent du code, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va créer une nouvelle application, on va pousser une nouvelle modification pour chaque changement de code. Enfin, c'est ce sur quoi on veut tendre pour pouvoir accélérer vraiment, en fait, le succès de nos applications et être sûr qu'on réponde aux besoins. Donc, c'est sûr qu'on soit tous les deux au même niveau pour avoir un certain équilibre. Il y a juste qu'on n'ait pas un goulot d'étranglement d'un côté ou d'un autre. Et vous allez voir que, de toute façon, en général, que ce soit GitOps ou autre, aujourd'hui, on a les développeurs qui vont produire beaucoup plus de code et qu'on va avoir aussi aujourd'hui donc un investissement sur les côtés forcément opérationnels, mais aussi du côté aussi sécurité, qui sont aussi une partie intégrante en fait, au cycle de vie global en fait, pour le développement d'applications. Donc, c'est tout pour moi. Donc, j'espère au moins cette introduction vous a permis de mieux comprendre ce que c'est GitOps. Si vous avez la moindre question au niveau DevSecOps, GitOps ou juste parler de foot ou dernière série Netflix, au stand du coup GitLab, on est présent. Donc, le stand en D2, je crois. Donc, n'hésitez pas à passer me voir, juste à faire un coucou, à récupérer des chaussettes ou autre. Hein. Voilà, faites-vous plaisir. Donc, merci beaucoup d'être venu et puis à bientôt.